Bienvenue à Entrepreneur Mode d'Emploi, l'émission qui donne la parole aux dirigeants pour partager la réalité du pilotage d'entreprise, aider d'autres dirigeants et permettre aux personnes qui souhaiteraient se lancer de connaître tous les rouages de la gestion d'entreprise avec des outils concrets. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Entrepreneur Mode d'Emploi. Aujourd'hui, j'ai la chance et la joie de recevoir Caroline Chartier. Caroline, bonjour. Bonjour. Tu fais des murs végétaux. Oui, je fais des murs végétaux. Tu vas nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu fais, Ouais. quel est ton métier, ton activité, comment ça se passe au niveau de l'entrepreneuriat en lui-même. Okay. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais déjà nous parler de qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ici, alors peut-être pas la voiture, mais, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici, quel est ton parcours en fait pour jusqu'à 2025 ? Jusqu'à 2025. On va commencer par le commencement. Mon premier emploi, ça a été de travailler dans un cinéma. Sur Cannes, j'ai eu cette chance-là de travailler pour un cinéma art essai. Et du coup, on m'a de suite propulsée sur de la direction. Donc, j'ai dirigé ce cinéma pendant 1 an et demi. Et parallèlement à ça, mon conjoint, mari actuel, a ouvert sa première structure d'entreprise. Donc, il faisait de la rénovation de piscine. Et puis, quelques mois ont passé et puis j'ai envie de moi aussi me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai monté ma première structure. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné cette passion pour l'entrepreneuriat ? Parce que tu as créé beaucoup d'entreprises depuis. Ouais, beaucoup. Pas non plus 20, mais quelques-unes, Ouais. oui. Plusieurs essais. Ce qui m'a vraiment donné envie, c'est le goût d'être seule sur ce que j'allais faire. Donc cette notion de maîtrise, finalement, tu l'as eue quand tu étais patronne. Il faut forcément maîtriser quand on est patronne ? Non, pas du tout. À partir du moment où on se sent capable, il ne faut pas trop hésiter, je pense. Il faut y aller. Et je suis plutôt de tempérament fonceur. Je ne me pose pas trop de questions. Et si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et voilà, c'est parti de là, en fait. Je me sentais pas suffisamment à l'aise à avoir pas des ordres, mais une direction par quelqu'un, alors que moi, j'avais pas forcément les mêmes idées au niveau du développement de ce cinéma à l'époque. Et du coup, il y a un moment où ça a clashé et on s'entendait plus sur le développement de cette activité, alors que j'étais corps et âme perdue dans ce cinéma. Mais du coup, il y a eu un conflit, en fait, sur le développement. Et c'est à partir de là où, en fait, j'ai eu envie de faire avec mes propres idées. Et cette fougue, justement, tu dis que tu as eu plusieurs entreprises. Oui. Est-ce que ça a été un problème, cette fougue, ou est-ce que justement ça t'a permis d'ouvrir encore plus de portes ? Les deux. C'est très ambivalent, mais c'est toujours comme ça. C'est très bien d'être à fond tout le temps, parce que du coup, on ne se lasse pas d'avancer. On a toujours de nouvelles idées. Et aussi, quelquefois, les idées, ce ne sont pas les meilleures et on se plante. Et alors, c'est des échecs, du coup, mais ce n'est pas grave parce que voilà, comme tout le monde, on fait la rétrospection en fait, de ce qui n'allait pas et ça nous permet de faire son expérience et d'avancer sur d'autres choses après. Des idées ? Tu en as plein, j'imagine. Oh oui, à la seconde. trop. Tu en fais quoi de ces idées ? Tu lances à chaque fois une nouvelle boîte, à chaque fois que tu as une nouvelle idée ? Non. J'essaye toujours de tâter le terrain un petit peu, de voir si ça prend ou ça prend pas. Et si ça prend, je me lance. Et si ça prend pas, je laisse tomber. Quand tu dis ça prend ou ça prend pas, c'est comment que tu le quantifies ? J'en parle autour de moi, faire des petits tours, poser des questions, savoir s'il y a une accroche dans ce que je dis. Et si je vois que ça prend pas, on laisse tomber. Sur d'autres projets, on en parlera peut-être plus tard, mais quelquefois c'est au niveau plus institutionnel, au niveau des banques, etc. Est-ce qu'ils vont me suivre, pas me suivre ? Voilà, faut essayer je pense qu'il faut en parler en fait. Il faut parler de ses idées, il faut pas en avoir peur et de voir si ça match ou ça matche pas. Et cet effet bulldozer, il va durer longtemps ? C'est ce qui te motive, t'anime le matin quand tu te lèves ? Ouais. Et est-ce qu'à un moment donné, il y aura une fin ? Est-ce que tu sens une fatigue ? Ou est-ce que tu sens quelque chose ? Il y en a eu. Il y en a eu une grosse de fatigue. Et donc sur la structure de la rénovation piscine, il y a eu une très très grosse fatigue et il y a une telle fatigue, alors aujourd'hui on l'appelle burn-out, mais on peut dire que j'en ai fait un bien comme il faut. Du coup, on stoppe tout pour mieux repartir et la preuve c'est qu'aujourd'hui je repars sur une autre voie, mais encore sur une voie entrepreneuriale, quoi. Le burn-out, alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup lorsqu'on parle de salariés, Oui. Mais du coup, toi tu en as vécu un ou peut-être même plusieurs en tant que patronne. Oui. C'est moins vu en fait, enfin j'ai l'impression que c'est moins connu. On en parle moins parce que le patron de toute manière souvent il doit garder les choses pour lui, il faut qu'il fasse tourner la boîte, s'il a des salariés faut que il reste bien dans ses baskets tout le temps.
Mais oui, à un moment donné, moi, j'ai eu un épuisement. C'est pas forcément dû à cet effet bulldozer de mon tempérament, c'est un cumul des circonstances personnelles. Le métier que je faisais était très difficile. Et voilà, ça a conduit à une grosse dépression et ce qu'on appelle un burn-out, même si j'aime pas trop le terme, mais Oui, c'est un genre d'alerte, en fait. oui, Maintenant, tu sais quels sont les c'est moyens ça. d'alerte qui te permettent d'éviter d'atteindre D'éviter de... ce niveau-là. Alors, tu as eu beaucoup de boîtes, Ouais, donc tu as été très peu dans le salariat. oui, Euh, très peu. Combien de boîtes tu as eu au total? Donc la première donc, dans la com, donc, qui n'a pas duré très longtemps finalement. Ensuite, il y a eu la rénovation de piscine en tant que salarié avec mon conjoint. Parallèlement à ça, j'ai monté une structure en SARL agricole. On avait un projet de permaculture pour sortir de la rénovation de piscine. Donc c'était notre porte de sortie. Et là aujourd'hui, du coup, Crazy Wall sur les murs végétaux. Et si on peut considérer comme une entreprise, moi je pense que oui, j'ai monté aussi une SCI, donc qui était dans un projet immobilier pour la structure de rénovation piscine. Du coup, il y a beaucoup de structures avec des activités qui n'ont rien à voir les unes avec les Non. autres. Qu'est-ce qui explique que tu sois en mesure de passer de l'un à l'autre sans pour autant, j'imagine que tu n'as pas des connaissances expertes dans la piscine, des connaissances expertes dans la com, Non. des connaissances expertes dans les murs végétaux. Non. Qu'est-ce qui te permet justement d'avoir eu toutes ces casquettes-là? La com, je dirais que j'ai toujours été attirée par l'image, donc le dessin, l'art en général. Enfin voilà, je pense avoir un œil quand même, donc c'était assez facile une fois que j'ai su maîtriser un petit peu les logiciels Photoshop, InDesign à l'époque, parce que je serais plus capable aujourd'hui de les utiliser, de faire de jolis logos, de jolis flyers. C'est venu assez naturellement. Donc là, pas eu trop de soucis. Le cinéma m'avait aussi permis de me former là-dessus. Donc là, ça a été assez facile de se lancer. Sur donc Polyrénovat, c'était la structure de rénovation de piscine en polyester. J'ai commencé comme ça, à créer la carte de visite, le fly, tout le descriptif en fait pour présenter aux clients notre activité, qui était une activité de niche. Donc il fallait pouvoir expliquer du coup à nos futurs partenaires ce qu'on faisait. Donc du coup en fait c'était lié. Et puis après au niveau du chantier, on apprend sur le tas. J'ai été passionnée par les matériaux, donc deuxième autre casquette, mais ça se fait au fur et à mesure. Ensuite, les jardins de permaculture, j'ai une licence de biologie et environnement quand même à la base. Donc j'ai toujours eu cette attirance pour le jardin, les produits sains, et on était dans un lieu magique qui nous permettait de tenter le coup. Donc on a tenté le coup, on a acheté plein d'arbres, on a commencé à faire du maraîchage, monter une serre, faire des semis. Donc c'est des petites passions en fait à droite à gauche qui deviennent quelque chose qu'on a envie de faire à longueur de journée. Donc voilà, on a monté ce projet-là aussi, qui malheureusement, alors là c'est vraiment un vrai échec personnel pour le coup, parce qu'on pensait vraiment pouvoir sortir de la rénovation piscine, développer cette activité-là en parallèle. Et nos salariés, qui étaient des gens de la famille majoritairement, basculaient tout le monde dans ce projet-là une fois que c'était bien monté. Est-ce que la fin de ces activités, c'était une succession d'erreurs ou c'était une décision? Parce qu'on en avait ras-le-bol finalement, on voulait changer. Non, c'est pas un ras-le-bol, c'est des prises de décision où on se dit stop, faut qu'on arrête les frais là. Trop d'investissements, c'est trop long, ou on n'a plus la possibilité d'exploiter un site. Et du coup, il faut réinvestir sur un autre site. Et du coup, c'est trop lourd financièrement. Voilà. Et pour la rénovation de piscine, là, ça a été un cumul de choses qui, pareil, nous a fait prendre la décision d'arrêter. On avait un besoin de nouveaux salariés. C'était très long à former. Du coup, on a arrêté de former. Enfin, il y avait deux options. Soit on reprenait des salariés, donc un nouvel investissement sur des gens, quoi, du capital humain. Et d'un autre côté, nous, on n'en pouvait plus. Aujourd'hui, te voilà à avoir ta boîte sur du mur végétal. Alors, c'est Oui. quoi exactement? Avec un ami qui est graffeur, on s'appelle, et il me dit « j'ai vu un mur végétal en artificiel, c'est super joli, j'aimerais bien compléter mon activité avec ça ». Et on avait eu l'occasion, quelques années plus tôt, alors ça s'est pas concrétisé, mais on a travaillé sur un projet d'un escape game. On n'a pas eu ces financements pour faire le décor, mais on a travaillé quand même dessus. Et quand on s'appelle et qu'il me dit voilà, j'aime bien les murs végétaux, moi ça me reste dans la tête. Et donc j'ai été salariée pendant 18 mois, et puis ça n'allait pas de nouveau, j'avais envie de revenir
toute seule. Du coup, je l'appelle, je lui dis: «Bah, vas-y, viens, on essaye, on voit ce que ça donne». Donc c'est parti de là et lui, parallèlement avec, ses fresques, donc pour le milieu professionnel, il a commencé à proposer des murs végétaux. Donc on a travaillé ensemble sur les fournisseurs, sur la pose aussi, de voir comment ça allait se passer. Et puis voilà, et puis d'une chose à l'autre, on a continué à aller démarcher des commerces pour voir si ça allait prendre et puis, on a vu fort intérêt là-dessus. Voilà, on a lancé du coup, Crazy Wall. Donc on propose effectivement donc des murs végétaux majoritairement pour du commerce, en artificiel et en stabilisé. Donc les végétaux stabilisés, ce sont des vrais végétaux, mais qui ne nécessitent pas d'entretien parce qu'ils ont été produits dans du glucose et de la glycérine qui les figent en fait pour un certain nombre d'années. Donc on a des gammes de mousse pour faire vraiment tous ces jolis, enfin ce qu'on voit un petit peu sur Pinterest, sur les réseaux actuellement, ces jolis murs mais qui nécessitent vraiment zéro entretien. La petite difficulté, c'est qu'on ne peut pas les mettre en vitrine par exemple, on ne peut pas les mettre en extérieur, il faut faire attention au taux d'hydrométrie. Donc voilà, le végétal stabilisé, attention, on ne peut pas en mettre de partout. Comment tu arrives à trouver l'argument qui fait que tu vas avoir quelqu'un qui peut être intéressé ou créer l'opportunité justement auprès de tes clients? Comment tu fais? Créer l'opportunité sur du décor. Surtout aujourd'hui, les gens ont besoin d'être immergés dans des ambiances. Et souvent, quand on rentre dans les commerces, c'est assez froid. C'est très beau, le moderne, hein, j'adore ça dans l'architecture. Mais du coup, on a cassé le côté personnalité des commerces. Vraiment beaucoup, je trouve, ces dernières années. Alors, c'est très design, etc., mais c'est froid. Parce que les clients, ils vont aller dans un commerce parce qu'elle a une jolie façade, parce qu'ils ont envie de rentrer. Donc, il faut leur donner encore plus envie de rentrer. Donc, le design ne suffit pas, je trouve, aujourd'hui. Il faut personnaliser les lieux. Et on se rend compte, quand on va voir les commerçants, que c'est ce qui leur manque. Je prends l'exemple d'un restaurant sur lequel on a travaillé. Et il y a une dame, pendant qu'on fait l'installation végétale, qui vient nous voir, qui est une voisine, et qui dit « Ah, enfin, enfin, on sait ce qu'on va manger chez eux. » Il n'y avait aucune personnalité. Le restaurant était magnifique, mais zéro personnalité. Et avec deux petits végétaux bien spécifiques, du coup, ça a suffi à créer de l'émotion, en fait. Du coup, si ça peut donner envie, au moins de passer le pas de la porte. Déjà, si on arrive à faire passer les gens la porte, c'est très, très important. Donc tout cet esprit-là, c'est aussi te permettre de donner de la valeur au commerce ou aux entreprises que tu vas habiller. C'est ça. Pour justement, ils montrent un élément de personnalité qui est peu identifiable de prime abord. Oui, c'est l'idée en tout cas. Et donc ça revient un petit peu à la com, puisque c'est un peu les mêmes principes finalement, donner une identité visuelle à une entreprise. Mais nous, on le passe par du 3D, du coup, par des décors et une ambiance du lieu. On le voit au travers de tes histoires, tu es beaucoup associé. Comment tu fais pour trouver un bon associé? Alors, Clément, du coup, mon graffeur, c'est pas mon associé, c'est mon partenaire. On a décidé d'avoir Lui, il avait déjà sa structure à la Maison des Artistes, si je dis pas de bêtises, donc il est indépendant. Et du coup, moi, j'ai monté la SAS toute seule. Avoir un bon associé, c'est compliqué, parce que du coup, les décisions, il faut tout le temps les prendre à 2 ou à 3. Là, du coup, j'ai pas voulu m'associer. Alors, on en a beaucoup discuté avec Clément. Je préfère qu'on se donne le temps. Donc, l'idée, c'est que j'ai monté la SASU toute seule. Je lui donne pas cette contrainte, en fait, de si ça marche pas, je prends la décision d'arrêter et ça sera une décision commune, mais du coup, je lui donne pas cette charge de la fermeture, etc. Parce qu'il a son activité de graphe à côté, que j'estime que c'est un essai. Et ça évitera beaucoup de conflits aussi, puisque ça peut être quelquefois difficile de fermer une société. C'est mon expérience des piscines qui me fait dire ça, parce que du coup, j'étais avec mon conjoint et son frère également en associé. Et en fait, quand on est pris dans une entreprise, que ça fonctionne, puisque ça fonctionnait, on était tous salariés, donc vraiment, ça fonctionnait bien. Et du coup, quand il y en avait un qui lâchait, toujours l'autre, il reprenait. Et ça a duré des années. Du coup, la décision de fermer, elle aurait pu arriver bien plus tôt et j'aurais préféré finir mieux et pas avec cette expérience de craquage, en fait. On voit que c'est chargé en émotions quand même. Ouais, c'est chargé, ouais. Justement, qu'est-ce que tu en tires de cette expérience? Pour le moment, en tout cas, je me réassocie pas. Je souhaite qu'une chose, c'est que ça fonctionne, Crazy Wall. Je me stresse pas pour le départ. Au moins, comme ça, les décisions de la SAS, c'est moi qui m'en charge. Et voilà, c'est vraiment une charge émotionnelle en moins
de ne pas être associé. Vous vivez votre vie en partenariat Tout à pendant fait. 3 ans. Mm. Et si ça continue à converger, vos besoins Ah oui, continuent à là, converger, à ce moment-là, Oui. vous en rediscuterez de manière un peu plus concrète. Oui. C'est important pour toi, avec ton expérience, de se dire qu'il faut d'abord se jauger avant de s'associer, ou on peut y aller comme ça? Ça dépend avec qui on le fait. Avec mon conjoint, du coup, même s'il était en EIRL, voilà, c'était le statut quand il a démarré, donc ça a été assez long de passer en SARL. Mais en fait, on était déjà associés. Toutes les décisions, on les faisait ensemble. Ça se faisait naturellement. Et voilà, après, c'est mon conjoint. Donc du coup, on va revenir maintenant un petit peu sur ton activité. C'est quoi qui t'a amené à te passionner? Il a été fait des études, du coup, sur des espaces végétalisés dans les bureaux, qui avaient une meilleure productivité, par exemple, des salariés sur des bureaux qui étaient végétalisés, que Alors, ce soit en artificiel ou en vrai. D'accord. Et du coup, c'est qui tes clients? Moi, majoritairement des commerces ou des entreprises. L'artificiel ou le stabilisé, ça répond aussi à une demande de je n'ai pas le temps d'entretenir mes plantes. C'est pas que j'en veux pas, mais je n'ai pas le temps de l'entretenir. Et c'est pas pour autant que je n'en veux pas. Donc du coup, ça répond à cette demande en fait. Et comment tu les trouves, tes clients? Là, un peu à l'ancienne. Je prospecte en porte-à-porte. J'essaye de créer du partenariat. Je vais voir des réseaux d'entreprises. J'essaye de montrer un petit peu à mes fournisseurs comment je travaille pour qu'ils proposent également mes services quand on les appelle tout simplement. Les fournisseurs, je pense que c'est vraiment très intéressant de travailler en partenariat avec ses fournisseurs. Je l'ai fait comme ça en piscine et je le refais comme ça aujourd'hui. Et puis il y a la grosse bête noire qu'il faut que je développe, ce sont les réseaux sociaux. Et là, c'est une catastrophe. Pourquoi? Mais c'est super difficile pour ma génération. Alors on est né pas avec, c'est notre génération qui l'a développé, mais du coup j'ai pas cette facilité qu'a quelqu'un de 20 ans à se mettre en image, et ça c'est vraiment compliqué. Donc du coup voilà, il faut que je Pour travaille quelqu'un qui là-dessus. vient d'une agence de com, du coup, c'est un peu bizarre. Ben oui et non, parce qu'on vend une image, mais on sait pas forcément se vendre. Ah, C'est ok. toute la difficulté. Savoir se vendre, c'est compliqué. Et bon, faut être sûr de soi, déjà. Faut être sûr de ce qu'on vend. Et donc ça, ça se travaille beaucoup. Et après, il faut se mettre en image avec les réseaux sociaux. Et c'est encore un autre aspect. Image vidéo, je parle. Voilà, parce que les photos aujourd'hui, ça fonctionne plus. Donc voilà, c'est un nouvel exercice. Alors, il y a plusieurs choses que tu viens de dire. Ouais. Je vais rester sur la plus récente et je reviendrai sur la question du partenariat avec ses fournisseurs ensuite. On peut être convaincu de tout aujourd'hui. Visiblement non, puisqu'en fait, tu peux être convaincu de ton idée, tu peux être convaincu de créer des sociétés, mais pour autant pas être convaincu de l'image que tu assumes de donner. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont ambivalentes comme ça? Chaque seconde, chaque minute, on doute. Pour tout? Pour tout. Pour tout. Et c'est compliqué? Faut lever le doute. Allez, on y va. Cherche pas. Arrête de douter. Fais-le. Et tu verras bien si ça marche ou ça marche pas. Alors, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc la réflexion, c'est un problème de réfléchir trop? Et il faut pas trop réfléchir. Vraiment pas. Parce que si on réfléchit trop, du coup, on fait pas d'action. Et ce qui compte quand on a une entreprise, ce qui compte, c'est l'action. Peu importe si ça marche ou ça marche pas, ce qui compte, enfin à mon sens, peut-être que je me trompe, il faut passer par des étapes de réflexion sur certaines étapes. Évidemment, il n'y a pas le choix. Mais il y a un moment donné où si on ne fait que réfléchir et qu'on ne fait pas d'action, bah, du coup, il ne se passe rien. Et s'il ne se passe rien, il n'y a pas d'entreprise en fait. Donc il faut y aller. Alors, tu parlais tout à l'heure de justement ton expérience avec le milieu des piscines, Oui. où tu disais qu'il était important de travailler avec ces fournisseurs en partenariat. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de choses que tu as acquis, des expériences que tu as acquises au cours de tes diverses prises de direction d'entreprise qui te servent aujourd'hui? Oui, il y en a beaucoup. L'honnêteté, je crois que c'est la chose la plus importante. Il faut être soi-même, mais vraiment dans tout ce qu'on fait, tout le temps. Au niveau de ses clients, c'est vraiment important. Il ne faut pas avoir un double discours. On ne peut pas, à un moment donné, présenter quelque chose et je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai vu des gens se planter parce que
il promettait des choses et que derrière, ah oui, mais non, ça finalement, je le mettrai pas en place. Non, si t'es allé dans une direction, faut pas changer sa ligne de conduite. Je sais pas comment l'expliquer ou sans donner d'exemple concret. C'est très bien. Voilà. C'est très bien. Est-ce que on est forcément confiant lorsqu'on est patron? Il en faut de la confiance, pas le choix, mais on l'est pas. Il y a toujours cette petite part cachée qui est comme ça, en train de trembler non-stop, mais faut pas trop le montrer non plus. Faut montrer pour sa clientèle et pour pas que sa clientèle, pour les gens qu'on côtoie au quotidien, pour la création d'entreprises, les banques, etc. Et il faut être sûr de son projet. Intimement, il faut en être sûr, mais on tremblote à longueur de journée, puisque, comme je disais tout à l'heure, on ne sait pas si l'action va avoir des bénéfices ou pas. Donc, mais il faut faire l'action, dans tous les cas. Pour végétaliser un mur, quel est le client idéal? Et pour un commerce, par exemple, comment il peut s'adresser à toi pour exprimer son besoin? Un commerce, typiquement, par exemple, qui veut refaire toute sa déco. Un restaurant, par exemple, il veut refaire toute sa déco. Il a vu un de mes murs végétales. Il m'appelle, il me dit « c'est trop joli, j'aimerais ça chez moi. Mais je dois faire des travaux. » Ok, pas de problème. Donc, mais j'ai un architecte d'intérieur qui va s'occuper de mon projet. Ok, pas de souci. On travaille avec l'architecte d'intérieur sur votre projet. Mais je peux vous proposer aussi une fresque qu'on pourrait intégrer du coup dans votre restaurant, par exemple. Et puis des suspensions, vous voulez créer une atmosphère. Il faudrait vraiment créer une atmosphère. Et moi, j'ai envie de faire de l'immersif. Que le client, en fait, il rentre, il fasse « Waouh, c'est incroyable !» C'est un effet waouh, ce que tu fais. Ouais, c'est ce que j'essaye de... C'est la direction que j'essaye de prendre, oui. Quelle est la personne qui serait absolument pas réceptive à ton métier? Quelqu'un qui aimerait presque trop le design, vraiment trop. Et du coup, qui n'aimerait pas du tout les végétaux. Il y a des gens qui n'aiment pas les végétaux. Il y a des gens qui ne sont pas réceptifs à l'art. Du coup, voilà, quoi, des choses hyper carrées. C'est très joli, hein. J'aime bien le design aussi, mais il n'y aurait pas forcément d'émotion sur ce genre de choses. Tu parlais de bureau tout à l'heure. Est-ce que avoir un mur végétal ou des tableaux végétaux dans son entreprise, c'est une marque de classe, de prestige, de qualité de vie au travail? Je pense plus de qualité de vie au travail. C'est cette émotion-là, de toute manière, c'est le bien-être. Des bureaux froids et toute la journée où on est face à son ordinateur. Je pense par exemple à des cabinets comptables. On a eu un client comme ça, il a voulu, pour ses salariés, du coup, elles sont toute la journée devant leur écran. Elle souffle un peu de verdure dans l'espace. Voilà, ça fait souffler en fait. C'est juste un petit regard vers le tableau, mais ça permet d'apaiser. Et c'était la volonté qu'il en avait. Et je trouve ça bien en fait. Faut jamais oublier quand même que quand on est patron, on est surtout humain. Parce qu'on a des salariés en tout cas. Lorsqu'on monte une boîte comme celle-ci, qu'est-ce qu'on dit en fait quand on va voir le banquier? Parce que c'est pas vu en fait. Est-ce qu'on a un prévisionnel? Est-ce qu'on est sûr de nos chiffres? Comment tu t'adresses au banquier? Alors, c'est un cas un petit peu particulier, Crazy Wall, mais c'est parce que du coup, j'ai déjà eu des structures. Donc oui, il y a eu un prévisionnel, mais non, il n'y a pas eu d'aide bancaire, en tout cas pour le moment. Je suis du coup au chômage et du coup je bénéficie d'une ARE et ça jusqu'en novembre. Donc du coup j'ai monté la structure et dans mon idée c'est que j'ai jusqu'à novembre pour voir si vraiment j'arrive à trésoriser un petit peu sur cette structure pour aller voir une banque et aller faire un financement pour lancer un peu plus le projet. D'accord, ok. Et si c'est pas trésorisé? Et si c'est en dehors des chiffres du prévisionnel, il va falloir que je me pose un peu au bureau et que je prenne une décision, donc soit de continuer, ou alors de continuer mais différemment. Comme ça reste quand même artistique comme activité, j'ai aussi cette possibilité de le faire en double emploi, c'est-à-dire avoir un emploi salarié et de continuer quelques murs végétaux. Donc un plan B. Le plan B, toujours. Et il y a un plan C? Et il y a toujours... Des plans, il y en a plein. C'est important quand on se lance dans une boîte d'avoir des plans B, C, D, E. Oui, ça rassure. Ça rassure et ça permet vraiment de souffler et de se lancer
C'est important ce que tu dis parce que on entend souvent de se dire qu'il faut avoir qu'un plan A. Il faut y aller, il faut se donner toutes les aides possibles. Oui, mais il faut quand même le plan B. Et c'est quoi? C'est une excuse valable si jamais on n'y arrive pas? Ou c'est vraiment la dernière ornière, le bouton rouge que l'on appuie lorsqu'il y a le feu partout? C'est le bouton rouge. Il y a le feu. Alors, du coup, vu mon tempérament et puisque des boutons rouges, j'en ai eu plein de fois. Des plans B, il y en a toujours eu, mais ils n'étaient pas forcément faciles à mettre en place ou très longs. Là, du coup, avec un peu de recul, moi, j'ai besoin un peu de... On le fait, on se lance, mais c'est bien d'assurer ses arrières aussi. Alors, moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai quand même une vie de famille, comme plein de gens, j'ai des charges, etc. Ouais, le bouton rouge où c'est plus possible, j'ai pas de plan B, non, pas aujourd'hui. Quand j'avais 20 ans peut-être, mais pas aujourd'hui. C'est quoi où est-ce que tu vas chercher tes sources, tes inspirations pour créer tes murs? Pour les choses un peu originales et les tendances, ça va être les réseaux sociaux. Mais la première source d'inspiration, elle est dans la nature, hein, clairement. Puisque sur les murs végétaux stabilisés, ce sont des mousses, pour la plupart. Et les mousses en Haute-Loire, il y en a sur tous les sols. Donc ça m'arrive très souvent de prendre des photos, de regarder les agencements, pour faire alors, ce qui est le plus demandé, des murs végétaux naturels, vraiment, c'est ce qui est le plus demandé. Il y a une nouvelle tendance qui arrive. Mais voilà, c'est vraiment la nature qui m'inspire en premier lieu. C'est-à-dire, je vais être un peu caricatural, Non. excuse-moi par avance, mais du coup, tu te promènes, Ouais. tu tombes sur une mousse et tu dis waouh, trop beau. C'est trop bien. Ah, c'est trop beau. Et tu vas travailler sur justement l'agencement naturel pour Oui. essayer de le reproduire Oui. dans les bureaux ou dans les commerces? C'est pas que j'essaye de le reproduire, c'est que ça m'alimente en fait. Le positionnement avec... là, je vais essayer, je dis bien je vais essayer, mais je travaille beaucoup sur le minéral végétal, puisque des murs végétaux, on en voit beaucoup que avec des végétaux, et je trouve que c'est trop lourd en fait. Et d'ailleurs, quand on en parle, les gens me disent c'est lourd quand même. Ok. Et si on mettait un peu de minéral avec ça. Donc on a fait quelques créations justement qui fait ce minéral végétal. Et ça fonctionne visuellement très très bien. Comment tu entretiens les sponsoring, les relations avec les autres, ceux qui sont complémentaires à ton activité, voire des apporteurs d'affaires? Comment tu entretiens ça? Faut jamais oublier que les partenaires de boulot, c'est nos meilleurs amis, quoi. Faut créer des relations saines, encore avec beaucoup d'honnêteté et toute transparence. Surtout, en fait, il faut être le plus transparent possible. Et généralement, ça se passe bien. Mais voilà, il faut travailler avec nos partenaires comme avec son meilleur ami, quoi. Faut pas le trahir, jamais. Et moi, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que j'ai toujours travaillé et je crois que là-dessus, je ne changerai pas. Et voilà, quand on nous demande quelque chose, il faut essayer, dans la mesure du possible, de répondre oui, mais si c'est pas possible, c'est pas possible. Il faut avoir des convictions, comme tu viens de les citer, il faut être têtu en affaires? Un petit peu, oui. Ouais. Il ne faut pas lâcher. Il y a des choses qui sont figées, par exemple les tarifs, on peut faire des efforts. On le sait toujours où on peut faire un effort. Moi, je fais des efforts sur de la main-d'œuvre, par exemple, puisque la main-d'œuvre, c'est moi. Donc, et par contre, sur le prix matériel que je vais revendre, c'est difficile, surtout au début où on a des tarifs qui sont plutôt avec des petites marges pour démarrer. Voilà, ça. Pourquoi des petites marges? Pour démarrer. Pour démarrer. Donc, il faut se sacrifier pour démarrer? Moi, je pense que oui. D'accord. Mais c'est moi qui le pense. Et du coup, comment tu fais si jamais tu retravailles avec quelqu'un et que ça y est, tu es lancé et que tu vas avoir des prix qui sont plus chers? C'est normal. Moi, ça me semble normal. D'accord. Voilà. Okay. Et généralement, dans les piscines, ça s'est produit comme ça. Et ça se produit même dans les végétaux, puisqu'on a eu des nouvelles commandes. Moi, je suis complètement transparente avec mes clients. Et comment tu fais du coup pour calculer tes tarifs? Parce que j'imagine que tu as des achats. Tu cueilles pas tes plantes dans la nature. Non. Tu travailles avec des fournisseurs, j'imagine. Oui. Comment tu fais pour calculer tes tarifs, pour être au juste prix? Tu regardes les concurrents? Tu fais quoi? Alors, oui, la première étape, c'est regarder le prix de la concurrence. Faut jamais être trop non plus en dessous de la concurrence, parce que casser le marché, ça sert à rien. Ça met des bâtons dans les roues à tout le monde. J'aime pas dire concurrent en fait. C'est plutôt des gens qui font la même activité. On peut aussi trouver du partenariat chez nos concurrents. Donc voilà. Il y a des gens qui ont 10-15 ans d'expérience dans ton métier. Il y a des choses que quand tu démarres, tu vas faire, mais que lui, il veut pas forcément faire.
Et quelquefois, petit coup de bigot, voilà, je fais ça, je démarre. Est-ce que vous pouvez m'aider ou me donner des pistes? Il va pas forcément dire non, en fait. Parce que peut-être que lui, ça va le soulager, en fait, de plus avoir à faire ce truc-là, parce qu'il le faisait au début, mais il peut pas répondre à cette demande. Donc voilà, c'est pas des concurrents. C'est pas la guerre, hein. C'est pas la guerre, on est tous dans le même panier et on a juste pas les mêmes niveaux, en fait, de démarrage. Enfin, en tout cas, dans ce que je fais. D'ailleurs, aujourd'hui, est-ce que tu es seul dans ton quotidien ou est-ce que tu te fais accompagner? Peut-être que tu fais partie de groupes d'entrepreneurs? Alors, en ce moment, je découvre les réseaux d'entrepreneurs du secteur. Après, oui, je pense m'investir un peu plus dans des réseaux d'entrepreneurs parce que du coup, c'est important d'échanger déjà sur l'entrepreneuriat. Ça permet d'avoir notre discours aussi qui s'affine. Quand on est tout le temps en clientèle, du coup, on peut se perdre dans notre discours et d'en discuter avec des professionnels, c'est bien parce que ça permet en fait de s'exercer à notre discours pro. On le voit, tu as un parcours qui est chargé, il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Comment tu fais pour décompresser? Tu fais du sport, tu arrives à trouver du temps pour toi? Il faut. Ce qui m'a fait défaut, et sur des choses que je change complètement, prendre du temps pour soi, c'est hyper important. Et se cadrer des horaires de travail, c'est hyper important. Et ça, c'est la reprise du salariat qui me l'a fait comprendre. Parce que je ne savais plus du tout... je travaillais H24 avant, donc voilà, le week-end, c'était tout le temps là. Et d'être repartie travailler du coup dans le salariat, ça m'a réappris à me recadrer. Enfin, oui et non. Parce que du coup, comme j'étais commerciale, je faisais plus de 70 heures par semaine. C'est aussi pour ça que je me suis dit, 70 heures par semaine, ma cocotte, tu peux reprendre toute seule. Ça vaut pas le coup de le faire pour quelqu'un d'autre. Donc mes 3 petits mois en salariat dans la restauration, à 35 heures, mais pointées, etc., du coup, m'ont appris à faire 35 heures par semaine. Et c'était vraiment important que je réapprenne à faire 35 heures par semaine. Bon, j'en fais pas 35 aujourd'hui, mais de se cadrer des horaires, c'est hyper important. Je commence tous les jours à la même heure. Je prends ma pause déj. Je prends vraiment ma pause déj, elle est vraiment importante. Et j'arrête le soir à 18, 19 et stop, terminé. Et le week-end, c'est le week-end. Est-ce que tu dors bien? Très bien. Caroline, on va rappeler un petit peu ton métier. Aujourd'hui, tu fais des murs végétaux. Tu es associée à Clément qui fait du graphe. Tout à fait. Spécialisé dans les entreprises, les commerces notamment. Tu œuvres dans toute la France entière. On mettra dans les descriptifs de la vidéo et du podcast tous les liens pour te contacter. Si. Caroline, merci. Merci. À très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut.